Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au maréchal Pétain, personnage aux multiples facettes, dont celle qui est la moins étudiée et la moins connue, son rôle d'entre-deux-guerres. Pour s'interroger sur sa participation ou non à la défaite de 1940, vous voulez en connaître plus sur le maréchal Pétain? Venez avec moi. En 1942, le maréchal Pétain organise le procès de Riom, dans lequel le régime accuse les derniers gouvernements de la Troisième République d'avoir provoqué la défaite de 1940. En tant qu'homme clé du régime pendant l'entre-deux-guerres, n'a-t-il pas lui aussi des responsabilités dans le désastre? Le maréchal Pétain affirme toujours se méfier des politiciens qui, selon lui, se défaussent de leurs responsabilités sur les militaires. Il doit pourtant sa carrière à plusieurs hommes politiques, dont Paul Pellevenet, le ministre de la Guerre qui le nomme chef de l'armée le 15 mai 1917 à la place de Nivelle, puis ne cesse de l'appuyer. Mathématicien Dreyfusard, Paul Pellivet devient député en 1910 sous une étiquette de gauche modérée, position charnière qui lui vaut d'être ministre à répétition de l'instruction publique de 1915 à 1916, de la guerre 8 fois de 1917 à 1925 à 1929, puis de l'air 3 fois de 1930 à 1933. Il est également président du Conseil en 1917 et 1925. Le maréchal Pétain occupe sans discontinuer des responsabilités très élevées qui l'impliquent un dialogue permanent avec le gouvernement et donc de ce fait un rôle politique. Il est vice-président du Conseil supérieur de la guerre, le CSG, de janvier 1920 à février 1931, un poste doublement capital. D'abord, parce qu'il fait de lui le commandant en chef en cas de guerre, ce qui lui confère une autorité considérable. Même si les autres maréchaux siègent au CSG, c'est lui qui incarne l'exécutif de l'armée avec prise directe sur la façon dont elle est organisée. Ensuite, Pétain représente la continuité alors que 12 ministres se succèdent sur la période. S'il cède la place à Végan, Pétain est nommé par Pellevet inspecteur général de la défense aérienne du territoire. Puis il devient lui-même ministre de la guerre du 8 février au 8 novembre 1934. Le maréchal Pétain entre dans le gouvernement d'union nationale constitué pour enrayer la crise antiparlementaire du 6 février 1934. On y retrouve sous la présidence de Doumergue tous les leaders, Laval, Flandin, Herriot, Tardieu, à l'exception des socialistes et des communistes. Pétain, dans ces conditions, n'est pas appelé pour appliquer sa politique, mais parce qu'il est le maréchal. Mais il se pique au jeu, il soutient loyalement Doumergue, se prête même avec lui à de petites manœuvres, comme celle qui permet d'évincer le ministre de la Justice, Chéron. Pétain est amené à approuver publiquement des mesures qu'il réprouve personnellement, comme par exemple la réduction du service militaire à 1 an alors qu'il souhaiterait 2 ans, voire plus. Il assume des choix qui ne dépendent pas de lui, comme celui de ne pas étendre la ligne Maginot aux Ardennes pour des raisons d'économie budgétaire. C'est ainsi qu'il explique en mars 1934 à la commission de l'armée du Sénat que si l'ennemi s'y engage, on le repincera à la sortie des forêts. Malheureusement, c'est là qu'ils sont passés les Allemands en mai 40, mais ces plus ardents défenseurs comme le général Laure auront du mal à justifier cette tirade. Mais pourquoi assumer des choix qu'ils réprouvent au nom du principe de réalité? Pétain a le sentiment qu'il peut limiter les dégâts. À la différence du maréchal Foch, toujours au bord du conflit, c'est un homme de compromis. Il s'habitue à accepter les contraintes, jamais il n'exerce de chantage à la démission, ce qui explique d'ailleurs sa longévité au CSG. Mais il est également très satisfait d'être le maréchal, bien assis, entouré de sa cour de généraux admirateurs. L'orgueil est une composante essentielle de son caractère. Le ministre Pétain réduit les crédits d'armement, alors même qu'il joue les alarmistes en annonçant le réarmement de l'Allemagne. De toute façon, l'industrie est incapable d'honorer les commandes. Ce qui est le plus grave, c'est une certaine stérilisation de la pensée militaire. Avant 1940, sa réflexion tactique bâtie sur des heures de lecture et d'études est originale, iconoclaste. Or, ses succès de 17 et 18 ont persuadé qu'il détient désormais la formule. Il est persuadé qu'il a l'œil, qu'il a tout compris. Il ne se remet plus jamais en cause. L'âge joue également un rôle. Dès 1916, il comprend l'importance de l'aviation, de la guerre industrielle. Passé 70 ans, sa souplesse d'esprit, sa capacité à prendre l'innovation s'émousse.
Il perçoit certains éléments, comme par exemple le rôle des blindés et des bombardiers, mais sans bien discerner ce que cela implique sur le terrain. Il refuse en outre l'armée de métier. Il ne s'agit pas de politique organisée, mais bien sûr d'un effet indirect. Pendant des années, il accorde faveurs, postes et promotions et contribue ainsi à modeler une armée à son image. Sa stature est telle que son autorité dépasse largement le cadre de ses attributions. On le voit en 1939 quand Pétain, ambassadeur à Madrid, demande à rendre à Francisco Franco les armes des républiques réfugiées en France. Gamelin, qui doit sa carrière à Foch et Végan, s'exécute sans en référer au gouvernement, alors qu'il n'a aucun ordre à recevoir. La pensée militaire de Pétain a-t-elle influencé la doctrine de 1940 ? Elle colle bien au revirement stratégique qui intervient lorsque la France, affaiblie diplomatiquement, quitte l'Allemagne en 1930. Elle perd alors la capacité de se projeter en Europe centrale au secours de ses alliés. L'armée se replie sur une posture défensive inerte qui scie parfaitement aux idées du maréchal Pétain. Mais pourquoi choisir une stratégie défensive ? Il a été marqué par le désastre de la bataille de Rencontre de 1914, par l'occupation du Nord qui a privé le pays de ressources minières, industrielles et humaines essentielles à la poursuite d'une guerre moderne, dont il a parfaitement compris le principe. Si une telle menace se renouvelle, plus question de s'aventurer en Belgique pour éviter tout risque d'invasion. On sanctuarise le territoire en élaborant un glacis à 25 km derrière les frontières. Là, on ne bouge pas et on attend. Le maréchal Pétain, après l'avoir critiqué, se satisfait donc de la ligne Maginot. Le problème est qu'il faudrait attribuer tout cela derrière une DCA conséquente et soutenir avec des réserves. Or jamais ces éléments ne seront mis sur pied. Après la saignée de 1914-1918, il est persuadé que la France, en péril démographiquement, n'a pas le droit de prendre de risques. Cette vision défensive correspond bien à son tempérament. Pétain a horreur de l'improvisation, il n'a pas l'esprit d'à propos, il aime tout planifier avec un souci du détail hallucinant. Il agit d'ailleurs pareillement en politique, ce qui ne le sert pas. Mal à l'aise devant les députés, il ne prend la parole qu'une fois en 10 mois de ministère. Il s'arrange pour être certain qu'il n'y aura ni question ni interpellation. Il lit ses discours, refuse de débattre publiquement. Même en Conseil des ministres, il reste silencieux. Il veut se donner du temps pour penser. Il n'était certainement pas l'homme qui aurait pu animer une vaste réflexion sur ce à quoi ressemblerait vraiment la prochaine guerre. Comme on l'a vu, le maréchal Pétain se résume trop souvent à Verdun, sa rivalité avec De Gaulle et Vichy et son procès. Mais la complexité de ses actions entre deux guerres est autrement plus importante et sa responsabilité dans la défaite est certaine, mais pas imputable à lui seul. À la fois politique, militaire, intellectuel, physique et psychologique, le portrait évolutif du maréchal est bien différent des images épinaux qu'on lui attribue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.